Il n'y a pas Obami, d'autre raison. Minakou, vice-président du PPRD, Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, et beaucoup d'autres sont à Kinshasa. Ils ne sont pas en prison. Mais Christian, je ne sais pas, hein, est-ce que je peux vous donner de l'argent maintenant, vous envoyer au Minaku pour qu'il prenne un billet et sortir de Kinshasa? Ça sera possible? Ou Ramazani? Je vous dis non, parce qu'ils sont empêchés de sortir. Voilà, c'est tout simplement ça. Tout de suite là, si vous êtes d'accord, je mets le billet à votre disposition, vous envoyez au Minaku. Voilà. Monsieur José Makila, bonsoir. Voilà. Martin Bonsoir. Fayoulou, qui fait partie des politiciens les plus virulents vis-à-vis, en tout cas qui en a fait partie depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, est à Kinshasa. Il vit bien, il continue de faire des critiques à l'interne. Délice Sanga est à Kinshasa. Il y en a beaucoup comme ça qui sont à Kinshasa, qui ne sont pas aussi inquiétés que cela. Mais est-ce que vous savez que vous parlez de Délice Sanga? Vous savez ce qui s'est passé dans les installations de Délice Sanga dans son bureau? Je n'ai pas à revenir là-dessus, mais au moins vous le savez. Martin Fayoulou, vous savez ce que ces militants subissent à Kinshasa, et vous le savez. Les militants de l'UDPS ont subi pire sous Joseph Kabila. Beaucoup ont été brûlés au siège de l'UDPS. On parle de la RDC que vous considérez comme une prison à ciel ouvert. Je vous ai cité 2 ou 3 opposants qui vivent au pays, qui s'opposent au régime au pays, mais qui ne sont pas plus inquiétés que cela. Oui, Thierry, vous savez, c'est relatif quand vous dites il y a des opposants qui sont à Kinshasa et d'après vous, ce n'est pas une prison à ciel ouvert. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Emmanuel Chadari et Aubin Minakou étaient appelés à la cour d'ordre militaire? Vous pouvez me dire pourquoi? Dites-moi qui est cet opposant-là qui peut aujourd'hui parler comme nous on parlait à l'époque de Kabila et qui ne sera pas inquiété ni par la sécurité, ni par ce qu'on appelle aujourd'hui les forces de progrès. Je vous ai cité Martin Fayoulou. Il a été plus virulent que vous vis-à-vis de Félix Tshisekedi pendant toutes ces années depuis 2019. Mais ça n'a pas empêché qu'ils se rencontrent. Ouais, mais ça n'a pas non plus empêché qu'il reste campé sur ses positions d'antan. Mais je vous dis que ça n'a pas empêché pour que M. Félix Tshisekedi puisse recevoir officiellement Martin Fayoulou. Mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas le fait qu'on évoque ici. Ouais. Martin Fayoulou, depuis 2019, vous le savez, vous êtes acteur politique. Il a critiqué, il a traité d'illégitime, d'illégal le régime de Félix Tshisekedi. Jusqu'au moment où je vous parle, il est à Kinshasa et lui et les membres ou les cadres de son parti communiquent au quotidien à travers les médias. Parce que vous ne citez que des proches de Joseph Kabila qui ont eu des problèmes avec la justice dont je ne maîtrise pas les paramètres, mais il y a beaucoup d'opposants qui vivent au pays et qui ne sont pas inquiétés. Mais qu'est-ce que vous allez me dire à propos de Kabundu à Kabundu? Était-il en vacances? Qu'est-ce que vous allez me dire de journaliste, comment il s'appelle encore? Il était le président... Oui, Jacques Ndala. Vous allez me dire quoi? Voilà, les exemples sont là. Ne parlons pas seulement de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, c'est parce que le pouvoir a peur de lui faire du mal. On touche aujourd'hui à Martin Fayoulou, ce sont les ambassades qui se soulèvent, c'est le monde entier qui va crier. C'est cela. Mais les autres opposants qui croupissent dans des prisons, et vous le savez très bien, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Conclusion, ne fait pas l'émission à Kinshasa parce que vous ne pouvez pas y entrer. On vous empêche d'y entrer ou vous ne voulez pas y aller et être empêché d'en ressortir. Oui, mais c'est clair, nous avons vu ça avec Seth Kikouni et le professeur Théophile Bemba. Qui sont libres et qui ont tenu conférence samedi dernier à Kinshasa. Ils se sont rendus comme toute autre personne à Nairobi pour participer à une réunion de l'opposition. À leur retour, vous avez suivi. Qui peut accepter cela? Ils ont été entendus comme ceux qui avaient été à une époque à l'île de Gorée avaient été entendus à leur retour à Kinshasa. Non, personne n'a été entendu. Parallélisme. Personne, non. Parlons peu et parlons bien, Christian. À l'île de Gorée, j'étais présent. Et l'actuel président le sait que j'étais là.
et le retour de Franck Diongo, il est là, il n'a pas été entendu. Abbé Chole était à l'île de Gorée quand on les a rappelés de rentrer. Abbé Chole n'a pas été entendu. Donc, il ne faut pas raconter des histoires. Tout cela relève du fait que le pouvoir actuel vous reproche d'être subversif. L'êtes-vous, oui ou non? Non. Nous ne sommes pas subversifs. Nous ne sommes pas subversifs, mais nous exerçons le droit constitutionnellement reconnu pour un citoyen congolais. Nous sommes des opposants et l'opposition a un statut. Il y a une loi organisant le statut de l'opposition. Et à l'époque de Kabila, nous étions toujours à l'opposition et on s'est rencontrés partout. On a été sur l'île de Gorée, on a été aux États-Unis. Badi Banga peut vous témoigner, on était une très grande délégation. Sami Badi Banga, l'ancien Premier ministre. Oui, l'ancien Premier ministre. On a été partout, mais on n'a jamais été inquiété comme on le voit aujourd'hui. Votre raison... Oh non, non, jamais. non, vous peut-être pas personnellement, mais certains opposants ne peuvent pas se prétendre. D'ailleurs, même le plus emblématique, c'est Étienne Tshisekedi qui n'a pas pu rentrer, même mort, au pays. Il a fallu que son fils soit président pour que l'on puisse organiser des funérailles à celui qui était le leader de l'opposition à l'époque. Mais Christian, moi je pense que quand vous posez une question, il ne faut pas faire de l'amalgame. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Étienne Tshisekedi n'a pas pu rentrer au pays. Je vous dis en même vous regardant. Je vous dis en vous regardant dans les yeux que ces affirmations sont fausses. En vous regardant dans les yeux. Et je vais vous donner des exemples. Valentin Moubake est à Kinshasa. Posez-lui la question. Il a été à Kigali pendant plusieurs mois en tant que qui? Le représentant de qui auprès des Rwandais? Posez la question à tous les Congolais. Le feu Étienne Tshisekedi, quand le RCD administrait encore la partie est de la République, mais il a été reçu en pompe à Kisangani. Et après Kisangani, il est rentré à Kinshasa. Vous allez... Était-il... Non, et s'il vous plaît, que je termine. Voilà. Donc, moi, je pense que on ne peut pas comparer l'incomparable. Et moi, je vous dis, toutes les réunions que nous avons tenues, toutes les réunions, je dis bien, j'insiste là-dessus, à l'extérieur en tant qu'opposants, nous étions rentrés sans être inquiétés. Vous avez parlé d'Étienne Tshisekedi et de sa proximité ou de son alliance ASD à l'époque avec KTB Katodo, c'est un rappel de l'histoire, avec ceux qui étaient à l'époque les rebelles du RCD. Est-ce qu'on peut comparer une éventuelle alliance ou une éventuelle présence d'Étienne Tshisekedi, hier opposant, à Goma, à Kigali ou à Kisangani, avec celle de Joseph Kabila, ancien président de la République, à Goma, à Bukavu ou au Rwanda sur la même époque, sachant que lui a été président, lui a été protégé, lui a été le principal moteur de la défense de la nation contre le même Rwanda? Est-ce qu'on peut comparer ces deux faits, Étienne Tshisekedi, certes leader charismatique de l'opposition, avec Joseph Kabila, président de la République honoraire? Non, on ne peut pas les comparer, ça c'est clair, parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Étienne Tshisekedi était parti voir les rebelles pour les appuyer. C'est la différence. Et Étienne Tshisekedi, le père, a appuyé l'AFDEL jusqu'à ce que l'AFDEL est arrivé à Kinshasa. Il a continué à appuyer le RCD Goma. Et tout le monde l'a vu au dialogue intercongolais à Sun City. C'est ça la différence. Par contre, Joseph Kabila, nationaliste qu'il est, il est allé s'enquérir de la situation à Goma. À Goma, zone contrôlée par la rébellion qu'il a combattue. Il a été sécurisé par des gens qu'il a combattus hier. Et vous le justifiez en tant qu'acteur politique, José Makila? Chéri Kamboudi, je vous regarde droit dans les yeux.
Et je vous dis que je ne justifie pas. Je dis ce que Joseph Kabila est allé faire à Goma. Mais vous êtes en train de les justifier. Je ne justifie pas, je vous relate les faits. La question de Christian Lusakweno est-ce normal qu'un ancien chef d'État qui a combattu le Rwanda, agresseur de la RDC, qui a combattu ce même M23, se retrouve dans les zones que le M23 contrôle, sécurisées par la même rébellion? Est-ce normal? Mais je vous rappelle à l'ordre, si bien que je sois invité. Ce n'est pas la question de Christian Lusakweno. Si, parce que vous avez parlé d'Étienne Tshisekedi, lui vous a parlé de Joseph Kabila. Laissez-moi le temps de vous dire. Christian Lusakweno m'a posé la question, je lui réponds. Ça, si c'est une sous-question, je vais vous répondre également. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux fuir aucune question. Allez-y alors. Christian Lusakweno a fait l'allusion, le parallélisme entre la visite de feu Étienne Tshisekedi et la visite de Kabila. Et je suis en train d'expliquer la différence qu'il y a. Il m'a posé la question si c'était la même chose. Je dis non. D'accord, j'y vais maintenant. Non, je n'ai pas encore terminé. Je n'ai pas encore terminé. Allez-y. Parce que j'ai parlé de Tshisekedi le père, mais je n'ai pas parlé de la visite de Kabila. Donc laissez-moi répondre à Christian. Je vous en prie. Si vous pensez que vous allez situer une question par rapport à la question de Christian, je suis là pour vous répondre. Voilà. Kabila est allé parler avec tout le monde. La société civile, les religieux, les prêtres, tout le monde. Kabila est allé parler avec tout le monde. Sauf les réfugiés, ceux qui souffraient, les déplacés, il ne les a pas rencontrés, ceux qui ont souffert du massacre, ce que Top Congo a d'ailleurs qualifié de carnage de Goma. Mais c'est vous qui le dites. Est-ce que vous étiez sur place? Est-ce que vous aviez une équipe qui suivait Kabila dans tout ce qu'il faisait à Goma et Bukavu? Oui. Ok. On vous a dit que Kabila n'a jamais rencontré les rescapés? Ils s'en sont même plaints. Pourquoi peut-on consulter? Ils s'en sont plaints, je suis clair. Ils s'en sont plaints. Comment peut-on ne consulter que les gagnants? On ne consulte pas ceux qui auraient perdu, notamment ceux qui ont été dans les camps de déplacés, camps de déplacés qui ont été d'ailleurs démontés à la hâte. Les populations se sont retrouvées en déshérence pour la plupart suite à ce carnage de Goma. Oui, je veux revenir là-dessus, mais je voudrais expliquer la différence entre la visite de Kabila et la visite d'Étienne Tshisekedi, parce que c'est une question fondamentale. Ma question n'était pas celle-là, et je reviens sur la précision qu'a voulu donner Thierry Kambundi. Étienne Tshisekedi, oui, il est allé. Étienne Tshisekedi, oui, il est allé. Nous étions à l'époque, c'était après Sun City. Oui, il y est allé. Il est même venu au dialogue intercongolais avec ce qu'on appelait à l'époque ses alliés de l'ASD. Mais lui n'avait jamais été président de la République. Toute on va dire, j'ai pas envie de dire haine, parce que les populations n'ont pas à se haïr. Mais toute l'attention des Congolais a été portée sur le Rwanda du fait des Kabila père et fils. Quand Joseph Kabila était au pouvoir, lors du M23, il a lui-même appelé à une cohésion nationale autour de lui pour lutter contre le Rwanda via ces pantins du M23. Je vous cite des propos d'époque. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, que vous, opposants, vous êtes rapprochés de Joseph Kabila, si ma mémoire est bonne. Est-ce que ce même Joseph Kabila peut aujourd'hui être comparé à l'opposant éternel qui faisait le déplacement pour, peut-être comme son père auparavant, essayer d'avoir le pouvoir du Rwanda? Ben non, c'est pas ça. Moi, je pense que vous avez mal compris le président honoraire. Aujourd'hui, empêcher déjà à un Congolais d'aller à Goma, comme à Bukavu, mais c'est participer à la balkanisation du pays. Pour nous, nous considérons que la province de Nord Kivu et de Sud Kivu, ce sont des territoires entièrement congolais. Et aujourd'hui, ne pas visiter ces territoires-là sous prétexte que ce sont des rebelles qui sont là, je pense que c'est une manière aussi de participer à la partition du pays. Mais c'est ce que Kabila a fait. Kabila est allé là-bas pour montrer d'abord aux yeux des gens que le Congo restera un et indivisible. Il a rencontré des gens, il a discuté. Vous savez, le complot, on ne le fait pas avec 50, 100 000 personnes. Si effectivement Kabila était parti là-bas pour appuyer le M23, pour faire ceci, dites-moi, depuis que Kabila est allé là-bas, est-ce qu'ils ont
progressé? Quelles sont les grandes villes qu'ils ont... Ils ont continué à massacrer. Oui. Des rapports de l'ONU et des ONG internationales font foi. Mais Monsieur Makila, vous vous promenez avec la Constitution. Oui, je l'ai Et ici. dans tous vos propos que j'ai suivis par le passé, vous vous appuyez toujours sur les lois du pays. Tout à fait. Est-ce que vous trouvez normal, je vous repose la question que j'ai posée ici. Tout à fait. Est-ce que vous trouvez normal que l'ancien président de la République, en pleine période de guerre, d'agression, se retrouve dans une zone contrôlée par une rébellion qu'il a lui-même combattue hier, qu'il se retrouve sécurisé par cette rébellion à Goma comme à Bukavu? Mais vous savez, l'ancien président de la République, c'est d'abord un citoyen. C'est un citoyen congolais comme vous et moi. L'ancien président de la République, c'est seulement chez nous au Congo qu'on ne reconnaît pas la place qu'il faut à un ancien président de la République. Si, il a un statut spécial, couché dans une loi. C'est pas un citoyen comme moi, s'il vous plaît. Vous le savez mieux que moi, vous avez occupé des postes de responsabilité à travers les institutions de la République. Oui. Je pose ma question clairement. Est-ce que vous trouvez normal? Je vous ai répondu oui. Que c'était normal qu'il s'y retrouve? Je vous réponds de nouveau oui en vous regardant dans les yeux, Thierry, que c'est normal que Kabila, comme ancien président de la République, puisse refuser la partition du pays. Mais qui a consacré la partition du pays? Quand vous dites que Goma et Bukavu n'est pas y aller, c'est consacrer la partition. Oui, je le dis. Le gouvernement de la République, que je sache, n'a jamais dit que ces zones-là n'appartenaient plus à la RDC. Mais nous sommes en situation de guerre. Ces zones-là sont occupées par des hommes armés, par une armée étrangère. Cela a été attesté par tous les rapports internationaux. Alors qu'un chef d'État puisse y aller, puisse vivre sur place et que ses proches fassent des déclarations pour dire que les revendications du M23 ainsi que les nôtres sont semblables. Vous ne trouvez pas cela grave? Vous ne trouvez pas que c'est une violation des textes que vous défendez? Chérie, je pense que pour qu'on se comprenne bien, quand vous parlez, je vous laisse le temps de parler et de terminer vos préoccupations ou vos questions. Mais quand vous me donnez la parole, parce qu'on ne se parle pas entre nous, il faut que les gens nous suivent. Laissez-moi aussi le temps de m'exprimer. Est-ce qu'on est d'accord? Si on se met d'accord là-dessus, on peut continuer. On est d'accord. Oui. Alors, oui, vous voulez ajouter? Vous répondez à la question? Oui, je réponds. Je reviens sur votre question. Je dis c'est tout à fait normal que Kabila, comme ancien président de la République, il a été symbole de l'unité nationale. Il a démontré, il a partagé même son pouvoir, tout simplement pour que nous puissions réunifier le pays. C'est pas M. Christian Lusakouno qui me dira non aujourd'hui. Parce que quand M. Christian Lusakouno interviewait certains seigneurs de guerre, là où ils étaient, il sait qu'il était impossible à un certain moment qu'on puisse être ensemble. Il a accepté de mettre son pouvoir comme président de la République et d'avoir 4 vice-présidents, chose qui n'a jamais été faite pour que le Congo soit un et indivisible. Il a tout fait parce que nous étions le premier à dire, parce que vous pouvez sortir toutes mes vidéos comme vous voulez, mais je ne revendiquais que le Congo. J'avais traité Kabila de tous les noms, pas parce qu'il s'appelle Kabila, mais c'était pour que nous puissions retrouver l'intégralité de 2 345 000 km². Il a fait, à la remise et reprise avec M. Tshisekedi, il a remis la clé de la République entre les mains de l'actuel président. Il n'y avait même pas un seul territoire occupé par qui que ce soit. Et je vais aller même plus loin. Ce monsieur, vous savez, en 2001, il a trouvé combien de groupes armés? 157 groupes armés. 157, je le dis. Mais à sa sortie, il a laissé combien? 14 groupes armés qui n'étaient même pas actifs. C'est vérifié parce que moi, je suis un ancien parlementaire. J'ai assisté très souvent dans des réunions des commissions de défense. Et les chiffres que je vous donne sont vérifiables. Et un homme comme ça, il n'est pas encore mort. Il est ancien président. Ancien symbole de l'unité nationale. Quelque chose qui ne va pas, ils seront là-bas pour s'acquérir de la situation. Vous dites non, carrément, il est complice. Il ne peut pas se déplacer. Mais c'est complètement fou. Ça, c'est quel genre de raisonnement? Dans ce contexte-là, oui, je vous parle de ce que beaucoup de Congolais ont dit, ceux qui ont critiqué sa position.
dans ce contexte-là, il devait se retrouver du côté de la République et non du côté d'une rébellion qu'il a lui-même combattue. Parce que le problème, ce que l'on reproche à Joseph Kabila, ce sont ces 2 précédentes sorties médiatiques avant qu'il ne se rende sur place. Il a légitimé le M23 à travers ses propos. Et une fois sur place, ses proches collaborateurs, je cite ici M. Kika Yabin Karoubi, a dit: nos aspirations sont les mêmes. On l'a vu rigoler avec Corneille Nangaa et sa bande, alors que ces gens ont tué, ont massacré. Des rapports des Nations Unies font foi. Pourquoi ne pouvait-il pas, dans ce contexte, en tant qu'ancien chef de l'État, se retrouver plutôt du côté de la nation qui était agressée par ceux qu'il est allé voir? Mais qui vous dit qui vous dit que Kabila n'a jamais été du côté de la nation? Qui vous dit ça? Vous savez, aujourd'hui, Kabila, c'est un ancien chef de l'État. Il y a un président de la République qui est là pour la destinée de notre pays. Vrai ou faux? Mais ce président-là, s'il ne vient pas vers son collègue qui a eu des expériences, et avec des expériences malheureuses d'ailleurs, avec le M23, ainsi de suite, pour demander conseil, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Le président Tshisekedi peut appeler Joseph Kabila, pouvait à l'époque appeler Joseph Kabila et lui demander de discuter autour du sujet. Le président Kabila n'a pas plusieurs fois refusé cet appel du président Tshisekedi? Mais Christian, moi je suis désolé de vous dire que je suis le dernier à venir voir Tshisekedi par l'intermédiaire de son conseil spécial en matière de sécurité, M. François Béat, et Tété Kaboué, paix à son âme, pour renouer le contact entre Tshisekedi et... C'était il y a 3 ans. Non, depuis... non, mais attendez, parce que vous posez la question. S'il n'avait pas fait cette démarche, c'est autre chose. Il a fait la démarche par la personne qui est en face de vous. François Béat n'est pas mort, il est là, il peut en témoigner. Et on a rencontré François Béat. Là, on parle de... je vous parle de 2023, vous m'envoyez à 2021. Mais attendez, parce qu'il y a un début à tout. Si moi, je fais des démarches vers vous, vous ne me recevez pas. Vous voulez que je fasse quoi? Oui, mais quels étaient Là, on ne parle pas de démarches perso, parce que là, à ce moment-là, il n'y avait pas de crise. Vous citez Tété Kaboué qui est mort du Covid, paix à son âme, en 2020. Oui. On parle de 2023. Mais ça, je parle de ce que moi je connais. D'accord. Mais ce que je ne connais pas. Parlons un peu de Sauvons la RDC. Oui. Avançons. Oui. Votre raison sociale, ce sont les 12 points de Joseph Kabila. La première question, est-ce que ces 12 points sont chronologiques? Est-ce qu'ils doivent intervenir dans cet ordre ou ils peuvent intervenir de 1 à 12 dans le désordre? Non, Christian, il ne faut pas aborder cette question de cette manière. C'est ma question. Oui. C'est ma question, elle a son importance. Oui, mais... Sont-ils chronologiques? Est-ce que mettre fin à la dictature intervient avant arrêter la guerre, avant rétablir l'autorité de l'État? Parce que quand on les lit, ce n'est pas des points qu'on voit, c'est un programme. Christian, je vais vous dire, si vous voulez avoir la quintessence de ce qui s'est passé pour qu'il y ait le mouvement Sauvons la RDC, laissez-moi vous expliquer. Non, je vous ai dit que le Sauvons la RDC a pris comme raison sociale les 12 points de Kabila. Donc, l'explication de Sauvons la RDC est une chose, mais parlons d'abord ce en quoi vous avez vous-même adhéré, ces 12 points. Sont-ils ou non chronologiques? Ces 12 points, non, ces 12 points sont parmi certains points, parmi d'autres points que nous avons adoptés. Ce n'est pas seulement les 12 points. Les 12 points sont parmi d'autres points qui ont été adoptés au cours de ce... Quels sont ces autres points qui n'ont pas été communiqués, puisqu'on ne parle que des 12 points de Kabila? Non. Quels sont les autres? Quels sont ces autres points? Nous avons parlé de crises multiformes et on a expliqué quelles sont ces crises. C'est là la question. Il y a la crise d'abord de légitimité et de légalité. Mais tout ça, nous sommes d'accord. Tout ça est dans les 12 points. Oui, peu importe. Il y a la crise économico-financière. Dans les 12 points, c'est vrai qu'on parle de la malversation, de la mauvaise gouvernance, mais nous avons parlé que le Congo, la RDC, a aujourd'hui une dette extérieure de 16 milliards.
où sont partis cet argent. Mauvaise gouvernance. On va y arriver. Mais les 12 points, non. Ces 12 points sont votre raison sociale. Les 12 points sont énumérés pour que les gens savent. En tout cas, voici pourquoi le Congo ne marche pas. Parlons donc de ces 12 points. Oui. De quels moyens disposez-vous pour les appliquer en tant qu'opposition armée? Notamment, mettre fin à la dictature, Non, en tant à la tyrannie non armée. Oui. En tant qu'opposition non armée. Oui. Sorry. Oui. De quels moyens disposez-vous pour les appliquer en tant qu'opposition non armée? Notamment, mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie, et arrêter la guerre. Plus rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. D'où le côté chronologique de ma question. De quels moyens, en tant qu'opposition armée, disposez-vous pour ce faire? Je reviens là-dessus, nous ne sommes pas une opposition armée. Non armée. Voilà. Oui, je dis bien. Pourquoi vous êtes hanté par... Non, j'ai bien dit opposition non armée. Non, mais tout à l'heure, là, vous avez dit opposition armée. Mais bon, mon opposant m'a dit, écoutez, comme on dit en lingala, quand je vous reçois, je ne reçois pas un rebelle, je reçois un opposant non armé. Merci de fait. Parce que l'opposition armée, vous avez dit tout à l'heure que j'avais reçu à une certaine époque les seigneurs de guerre. C'était dans le cadre du processus de Sun City, pour rappel. Et avant, voilà, et dans nul autre cas. Non, les 12 points, c'est ce que nous présentons, c'est suite à une analyse approfondie. Et c'est ce qui ressort de ces analyses que voilà, les 12 points qui gangrènent la République démocratique du Congo. Maintenant, on doit le faire savoir, parce que quand on se réunit, on ne se réunit pas que pour bavarder. Non. On s'est réunis pour analyser, et une analyse approfondie. Bien compris, mais de quels moyens disposez-vous pour les appliquer? Il n'y a pas, chronologiquement, il n'y en a pas. Mais de quels moyens disposez-vous? Les moyens que nous disposons, c'est la sensibilisation d'abord de la population. Vous mettez fin à la dictature en sensibilisant d'abord, il faut que le peuple sache que ce peuple-là doit savoir qu'il est en train de vivre sous la tyrannie et même pas la dictature. Vous arrêtez la guerre en mobilisant la population. Vous rétablissez l'autorité de l'État. Mais nous avons dit, à la fin de tout, il faut un dialogue. C'est pourquoi nous réclamons le dialogue. Et pas le dialogue de Félix Tshisekedi, qui, d'après nous, s'inscrit dans le cadre de monologue. Un dialogue qui serait convoqué par nos pères spirituels. Et puis, nous irons là-bas parce que, pour nous, nous estimons que Tshisekedi, le problème, c'est Tshisekedi. Donc, il ne peut pas convoquer un dialogue. Nous allons le résoudre, et laissez-moi terminer parce que c'est très important, nous allons résoudre ces 12 points d'abord par le dialogue. Mettons-nous ensemble, discutons. Est-ce qu'on a eu raison d'énumérer ces 12 points? En face de nous, on nous dirait que non, le premier point, vous n'avez pas raison, le deuxième point, vous n'avez pas raison, ainsi de suite. Mais ça sera toujours autour d'une table. Parlons d'abord je vous prends au mot. Qu'est-ce que vous appelez illégitimité des institutions? Formidable. J'attendais cette question-là, Thierry Kabundi. La loi, parce que vous me parlez de la Constitution, a prévu à ce que les élections se fassent une seule journée. Une seule journée, pas deux. De 6h du matin à 20h. Les élections de 2023, vous étiez à Kinshasa. Regardez mes lèvres. Les élections se sont déroulées sur plusieurs jours. Les élections se sont déroulées sur plusieurs jours dans plusieurs circonscriptions. Oui, mais est-ce que cela a été critiqué, décrié par beaucoup. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La CENI, qui est la Commission électorale nationale indépendante, s'est justifiée par rapport à cela et a évoqué même des exemples des précédents processus où, pour X ou Y raison, les élections n'ont pas eu lieu en un seul jour. Je ne défends pas la CENI ici, qui s'est largement justifiée, qui a été critiquée à suffisance quant à ce, mais est-ce la seule raison pour laquelle il faut traiter ces institutions-là, mises en place, comme on le sait, d'illégitimes? Plusieurs raisons, chérie. On ne justifie pas la loi, on applique la loi. On ne se justifie pas parce qu'il a plu, c'est pourquoi je n'ai pas pu porter secours à tel. La loi dit qu'il faut porter secours quand il le faut. Et la loi est claire là-dessus, et sans embâche. Une seule journée, pas 7 jours, pas 8 jours. Nous avons assisté à ces élections, ces pseudo-élections qui se sont déroulées sur 8 jours. Ça, c'est un. Deuxièmement, les machines à voter. Vous êtes là, vous êtes journaliste.
Vous le savez qu'on a ramassé les machines à voter partout dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons, on a ramassé les machines à voter. Dites-moi où se trouve cette crédibilité de ces élections. Et comme journaliste, moi je pensais que vous n'alliez même pas aborder ce sujet. Si, je dois l'aborder. Je ne suis pas là pour prendre la défense de qui que ce soit. Ça fait la honte. Ça fait la honte pour la République démocratique du Congo. Qui crédibilise un processus? Ce n'est pas vous, opposition, surtout pas vous, FCC, qui avez refusé d'y participer. C'est qui crédibilise un processus? Il y a des lois. Vous parlez des lois. Oui. Il y a une cour constitutionnelle qui a validé les résultats. Il y a des observateurs nationaux et internationaux qui n'ont jamais contesté les résultats de la Commission électorale nationale indépendante. CENI et Senko et d'autres organisations y compris. Si vous avez d'autres preuves, donnez-les-moi. Merci beaucoup, chéri. Quand vous parlez de la justice, lisez dans le 12 points dont tout à l'heure M. Christian Lussakono parlait, l'instrumentalisation de la justice. C'est ça vous appelez la justice? Vous en êtes fier, chéri. Monsieur Makila, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais peu importe. Vous étiez avec le MLC en 2006. Vous avez contesté les résultats de la même CENI. En 2011, l'opposition a contesté la réélection de Joseph Kabila. En 2018, l'AMUCA a contesté l'élection de Félix Tshisekedi en s'attaquant à la même justice. Moi, je n'ai pas parlé que de la justice. Oui. Je vous ai rappelé que conformément à la loi, la Cour constitutionnelle a validé les élections. Si j'ai parlé de je vous ai aussi parlé des observateurs tant nationaux qu'internationaux qui ne se sont pas opposés aux résultats de la CENI. D'où ma question. C'est qui doit légitimer les élections si ce ne sont pas ces différentes organisations qui, elles, n'ont pas contesté les résultats de la CENI? Oui, mais moi, je reviens sur la justice parce que, après tout, c'est la justice qui revient au dernier ressort. Parce que la CENI peut proclamer le résultat, mais c'est la justice qui avalise, qui dit oui, ces résultats. Mais je vous dis, la justice est instrumentalisée. Et ce n'est pas cette justice-là, et vous le savez très bien. Les observateurs. Non, tu peux pas. Les observateurs ne sont pas la justice. Nous, en République démocratique du Congo, la Constitution est claire, c'est la justice, c'est la Cour constitutionnelle qui avalise les élections. Et vous savez qui compose la Cour constitutionnelle et quel genre de cour nous avons. Même critique faite hier contre le régime de Joseph Kabila. Vous parlez des élections de 2023. Parlons un peu de celle de 2018. Ouais. Celui dont les proches de Joseph Kabila ont dit reconnaître le combat similaire au leur. Corneille Nangaa a dit que en 2018, le vainqueur n'a pas été proclamé. Est-ce que les élections de 2018, à qui vous donnez du crédit, sont plus crédibles ou moins crédibles que celles de 2023, sachant que les élections de 2018, les résultats n'ont, à ce jour, pas été publiés? Vous étiez élu au Sud-Obangi. Ouais. Vous n'avez vous-même, député élu du Sud-Obangi, pas pu entrer en possession des résultats de votre propre élection. Est-ce qu'on peut dire que ces élections de 2023 sont moins crédibles que celles de 2018? Mais je ne sais pas, comment vous pouvez comparer l'incomparable, Christian? Ça, c'est de l'incomparable. Les élections de 2018 s'étaient déroulées pas de la même manière que les élections de 2023. Vous n'allez pas me dire qu'on a disqualifié certains candidats députés nationaux avant même que les résultats ne sortent en 2018. Oui, mais de 2018, on n'a pas eu de résultats non plus. Laissez-moi continuer. Et la personne attitrée à nous dire ce qui s'était passé réellement, c'est Corneille Nangaa. Et il s'est exprimé longuement là-dessus. Donc, je pense que... Comme Denis Kadima en 2023, oui. Et non pas Tshisekedi, Félix, que vous jugez comme responsable de l'illégitimité actuelle. Je continue. Corneille Nangaa s'est exprimé là-dessus très longuement, et le peuple congolais le sait, ce qui s'était passé en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Profitons-en, on ne peut pas passer comme ça. Ouais. Le président Joseph Kabila a avalisé une violation de la Constitution en proclamant celui qui n'avait pas gagné. Ce n'est pas le président Kabila qui avait proclamé, c'est la CENI qui avait proclamé. Je repose cette question, oui. L'illégitimité actuelle que vous condamnez, c'est l'illégitimité de Denis Kadima, de Félix Tshisekedi?
Illégitimité que je condamne. Actuelle, c'est de Félix Tshisekedi ou de Denis Kadima? Mais comment Denis Kadima peut être illégitime? Je parle de Félix Tshisekedi. Hier, l'illégitimité de Corneille Nangaa, qui reconnaît aujourd'hui que c'était pas le gagnant proclamé qui avait gagné, ce n'était pas l'illégitimité de Joseph Kabila? Mais écoutez, on ne va pas tourner autour du pot. Ah, si, il faut. Non. On ne tourne pas autour du pot, Non, non. on appelle un chat un chat. Allons droit au but. On ne va pas tourner. Moi, c'est pas mon style de tourner autour du pot. Vous savez très bien que même les Français, Drian, comment il s'appelle? Jean-Luc Le Drian. Oui, il avait dit les élections à l'africaine. Hein? Il y avait eu. Alors pourquoi Non, vous en choquez? non. J'ai bien compris. Alors pourquoi vous en choquez aujourd'hui, puisque vous savez tous, en 2006 vous étiez MLC, vous étiez Jean-Pierre Bemba, vous l'avez condamné. 2011, Étienne Tshisekedi l'a condamné. 2018, Martin Fayulu l'a condamné. 2023, c'est au tour de Joseph Kabila qui deux fois précédemment semblait avoir fait la même chose selon ses opposants. Pourquoi vous en insurgez autant aujourd'hui? Vous savez, Christian, les élections en Afrique, il y a toujours du côté opposition, des remous-ménages, ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement au Congo. Mais ce qui est trop flagrant, moi je parle de la loi. La loi nous dit, en 2018, les élections étaient une seule journée, c'était pas 2 jours. Mais ici, nous parlons de la violation flagrante de la loi électorale. On est allé avec les élections sur 8 jours. Qui peut accepter? Ça, c'était tellement trop flagrant, Christian. Pourquoi vous pouvez accepter une chose pareille? Pourquoi vous acceptez? Deuxièmement, on a ramassé les machines à voter partout dans toutes les maisons. Et c'est ça que vous cautionnez, vous me posez des questions là-dessus. Cette loi dit aussi Oui. que les résultats des élections doivent être proclamés et publiés bureau de vote par bureau de vote. Oui. Ça n'a jamais été le cas depuis 2006, ça a été le cas en 2023. Christian Lusako vous a posé la question de savoir si vous savez avec quel nombre de voix vous avez été élu. Oh, je sais. En 2018. Oui, je sais. C'est combien? Je sais, j'avais 29 000 voix. Vous les tenez d'où? De bureau de vote. J'avais des témoins partout. Parce que les résultats, justement, c'est la CENI qui doit publier les résultats. Oui, mais les bureaux de vote chez moi, Oui, mais on n'avait pas empêché. Non, vous me posez la question. Oui. Je vous réponds. Chez moi, les bureaux de vote, on n'avait pas empêché à mes témoins de prendre les résultats. Vous savez que vous savez que la CENI Oui. doit publier ses résultats bureau de vote par bureau de vote. Ça n'a pas été le cas. Alors, revenons à 2018. Oui. D'abord pour parler inclusivité. Oui. Vous étiez membre du gouvernement. Oui, bien sûr. L'un des vice-premiers ministres. Oui. Vous savez qu'en termes d'inclusivité, Jean-Pierre Bemba n'a pas participé aux élections. Moïse Katumbi a été empêché de revenir au pays parce que j'ai l'impression que quand ça vous arrange, vous n'en parlez pas, mais quand ça dérange, vous dénoncez. Mais quand ça vous arrange, vous semblez faire fi. À l'époque, en 2018, on a déjà dénoncé ce manque d'inclusivité. Et aussi, lorsque Corneille Nangaa parle, il dit qu'il n'a pas proclamé le vrai vainqueur. C'était avec la bénédiction de qui, M. Makila? Mais vous pensez que c'était avec la bénédiction de qui, d'après vous? Des institutions en place. Non, arrêtez. L'institution CENI, c'est une institution indépendante. Commission nationale électorale indépendante. Personne n'avait mis le coup autour de la corde autour du cou de Nangaa pour dire proclamer celui-ci. C'est là. Nangaa, vous savez, vous êtes journaliste. Top Congo est partout, même dans le nord, sud Kivu. Posez la question à Nangaa, il va vous répondre. Moi, je ne fais pas partie de la CENI. Mais moi, je vous explique ici, en tant que politique, parlons de l'inclusivité. Mais la justice avait fait son travail. Ce n'est pas Kabila qui avait empêché à tel ou tel de ne pas se présenter aux élections. C'est la justice qui avait fait son travail. Pourquoi Moïse Katumbi n'est pas rentré au pays, n'était pas condamné à cette époque-là? Posez la question à Moïse Katumbi. Il a été empêché, il a dit. Il a été empêché, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas là pour répondre à la place de Moïse Katumbi. Mais vous étiez membre du gouvernement à l'époque. J'étais membre du gouvernement. Moïse Katumbi est revenu au pays. Oui. Il devait entrer, je crois, par Kasumbalesa pour se faire enrôler. Oui. Il a été empêché par les services de la République. Je n'avais pas vu ça. Oh. Ouais, je n'avais pas vu ça. Ah, mais donc ça, vous... Je n'avais pas vu ça. Posez la question à Moïse Katumbi pour qui il avait empêché d'entrer. Les services de l'État, on en a parlé ici,
On en a parlé à l'époque. Nous sommes un média. Nous avons couvert l'événement. Il n'a pas pu se présenter. Jean-Pierre Bemba, c'était le cas. Adolphe Muzito, je ne veux pas vous citer d'autres. Mais vous, votre média ne couvrait que les événements à l'époque de Kabila. Et aujourd'hui, à l'époque de Tshisekedi, vous ne couvrez pas les événements, c'est ça. Les élections dont vous parlez, dont vous donnez crédit à ces élections-là, vous n'avez pas couvert pour savoir qu'il y avait eu des machines à voter dans des maisons des gens. Monsieur Makila, je suis désolé, mais je ne suis pas ici pour donner du crédit à n'importe quel processus électoral. Vous avez dénoncé, je vous pose des questions en fonction de ce que je sais. Ouais. Ce que je sais de 2023, parce que les machines à voter qui se sont retrouvées dans les maisons des gens, les élections qui se sont déroulées sur plusieurs jours, Top Congo était parmi les premiers médias à en parler au quotidien, parce qu'on avait un programme qui revenait au quotidien sur comment se sont déroulées les élections. Et pour vous, ce sont des élections crédibles. Mais non, ce n'est pas à moi de crédibiliser ou non. Je vous ai parlé des institutions de la République, je vous ai parlé des observateurs internationaux, qui chacun, en ce qui les concerne, a présenté un rapport d'après-élection. C'est ce que je vous ai dit. Et c'est sur ça que je me suis basé. On parlait de 2023, mais on a parlé de 2018. Ouais. En 2018 aussi, on avait trouvé des bulletins chez certains dignitaires, mais on n'y reviendra plus. Tournons la page. On n'aurait pas le temps de terminer les 12 points de Joseph Kabila. Alors, parmi les 12 points, relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, vous en avez parlé tout à l'heure, d'une gestion administrative et financière orthodoxe et d'une répartition équitable des ressources nationales. À l'élection de Félix Tshisekedi, ou en 2018-2019, on va dire, puisque vous semblez donner du crédit aux propos de Corneille Nangaa, le budget était de 4 milliards. Oui. Au départ, ou à la fin de l'alliance FCC-Cash, et depuis, le budget n'a cessé d'augmenter, multiplié par 3, par 4. À l'époque de Joseph Kabila, son conseil spécial en matière de lutte contre la corruption, Luzolo Bambi, disait qu'énormément d'argent circulait dans les poches des gens. Vous allez me dire, je sais, en opposant, je le comprends, que c'est encore aussi toujours le cas aujourd'hui. Chose pour laquelle ne me prenez pas au défi, je ne le démentirai pas et je ne contredirai pas. Mais de cette gouvernance FCC Cash ou FCC seul, est-ce que c'est au FCC aujourd'hui, est-ce que c'est le FCC qui peut donner des leçons? Oui. Le FCC a beaucoup de leçons à donner. Christian, je le dis en vous regardant dans les yeux. Christian, vous savez, le budget d'un pays vient de la production de ce pays-là. Qu'est-ce que nous produisons pour avoir aujourd'hui 16 milliards? Mais c'est les retombées des codes miniers. Le code minier qui a été mis sur pied par Joseph Kabila. Joseph Kabila a été haï par la communauté internationale à cause du code minier. Ces retombées-là, qui en fait que... C'est ce que récolte aujourd'hui Félix Tshisekedi. Récolte aujourd'hui Félix Tshisekedi. Il n'en fait rien, malheureusement. Parlons de cette bonne gouvernance. Aujourd'hui, tous les Congolais, vous étiez vice-premier ministre. Je l'ai dit, vice-premier ministre chargé des transports et des voies de communication. Oui. Vous avez été aussi ministre, longtemps ministre aux ITPR. Oui. Parlons de cette bonne gouvernance. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi nous continuons à payer ces $60 gagés? Pourquoi aujourd'hui, alors que vous aviez, rappelez-vous de l'image, vous, ancien opposant, fait une salutation au président Joseph Kabila, qui restait dans les mémoires, à l'inauguration d'un aéroport dont la première pierre a été la seule pierre posée. Vous pouvez nous parler de toutes ces... De tous ces hauts faits de bonne gouvernance qui vous donnent aujourd'hui crédit pour dire que vous allez faire mieux que ceux qui sont là? Merci beaucoup, Christian, pour me poser cette question. En tout cas, je pense que vous me donnerez le temps pour pouvoir expliquer. Vous savez, Christian Lusakweno Tcheri Kabundi, j'ai été vice-premier ministre, ministre des Transports. C'est un des projets qui m'avait tenu au cœur. Faire un aérogare digne de notre pays. Mais c'est un projet que je n'ai pas initié, faut être honnête. J'ai trouvé ce projet initié par Kalumba Mwana Ngongo, qui est aujourd'hui dans le gouvernement. J'ai activé ce projet. Je faisais des nuits blanches avec mes conseillers au bureau pour présenter ce projet par vidéo, ainsi de suite au Conseil des ministres.
Je suis revenu 4 fois au Conseil des ministres pour avaliser ce projet. Au fait, le coût total du projet, c'était 354 millions de dollars. Et c'est un projet où la République devait verser simplement 54 millions de dollars et les 300 millions devaient venir de Exim Bank comme prêt avec un taux de remboursement de 1%. Il y avait une procédure. Comment on allait rembourser ces 300 millions de dollars? Via les GoPass, justement. Et la procédure était entre la RVA et Exim Bank. Mais vous connaissez les conditions des prêts chinois. Il n'y a que les sociétés chinoises qui peuvent travailler avec leurs fonds mis à la disposition de la République. Ce que vous saviez donc en concluant accord avec eux. Oui, mais l'accord était sur le point d'être signé entre la RVA et Exim Bank. C'est là où on devait partir. Mais moi, avant de partir... Attention, non, attendez. Nous étions bien là au Congo. Rappelez-vous, l'inauguration devait avoir lieu absolument... je crois que c'est 2016. Oui. 2017, 2018. D'accord. Alors, mais... J'explique. Oui. Je comprends votre souci. Au Conseil des ministres, j'ai posé le problème. J'ai dit, écoutez, étant donné que le Chinois tarde à nous donner cet argent, étant donné que la République démocratique du Congo doit verser 54 millions de dollars, pourquoi ne pas commencer pour que les Chinois voient la bonne volonté de la République démocratique du Congo et à ce moment-là, finance comme prévu. Le Conseil des ministres a autorisé 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Toujours gouvernement Tshibala. Attention, c'est le président Kabila qui pose la première pierre. Oui. Quand il pose la première pierre, il n'a pas les financements. Pas encore. Le financement n'était pas encore là. Il n'a pas payé. Non. Il avait donné 20 millions. Le gouvernement avait donné 20 millions de dollars. Et donc, quand on pose la première pierre... Il y avait 20 millions pour le démarrage. On amuse la galerie. Non. Puisqu'on n'a pas encore les fonds. Mais je vous le dis. On n'a pas encore les fonds. Et on paye déjà GoPass. Non, attendez. Nous avons 20 millions de dollars en main qu'on a remis aux Chinois pour commencer les travaux. Parce que même s'ils reçoivent 354 millions, ils ne vont pas les dépenser en un mois. Mais pour démarrer les travaux, le gouvernement avait mis 20 millions de dollars. Qu'ont-ils fait de ces 20 millions? Justement, il y a eu un audit après moi, parce qu'après je suis parti, et cet audit qui l'avait diligenté, c'est le ministre Kazadi, il est à Kinshasa, c'est Chéribin Okende, malheureusement paix à son âme, et c'est Gilles Alingeti. Et quand ils sont... Le rapport est là, d'ailleurs, qui ça? Achille l'a publié. Achille a publié le rapport. Africa News. Africa News, le rapport est là. Ils sont allés vérifier, effectivement, les Chinois ont dépensé ces 20 millions dans les travaux préparatoires, y compris 10 millions. D'eux-mêmes, ils ont sorti, les Chinois, l'entreprise. Le rapport est bel et bien là. Et pendant que j'ai donné les 20 millions, enfin le gouvernement a remis les 20 millions à l'entreprise chinoise, c'était la fin de notre gouvernement. Nous, on partait. Vous êtes parti beaucoup plus tard, quand même. Oui, non. Parce que je vous dirais... FCC Cash se termine en 2020. Hein. Le ministre FCC, qui m'avait remplacé, a été interpellé au Sénat, Christian. Il ne faut pas oublier, pour pouvoir justifier les 20 millions aux sénateurs. Et il est là dans le gouvernement Didier Manzenga. Qui l'a justifié? Il a justifié parce que ça a été conclu par l'audit envoyé par Nicolas Kazadi. Donc aujourd'hui, on peut dire que si cet aéroport a été si la première pierre a été posée par le président Joseph Kabila, ce n'était pas au président Joseph Kabila de mener à bien ce projet parce que financement complet n'était pas obtenu. C'était juste de la com pour dire c'est moi qui étais à l'origine. Non, il faut qu'on se comprenne bien. Je vous dis que la RVA et Exim Bank étaient sur le point de signer l'accord. Mais que vous avez posé une première pierre avant conclusion. Non. Quelle conclusion? Parce que nous pensons que si le gouvernement sort les 20 millions, le gouvernement est capable aussi de sortir les 300 millions à la fin. Hein.
Vous pensez que le gouvernement peut sortir 20 millions comme ça, et si l'accord n'est pas conclu, le gouvernement va laisser les 20 millions dans l'eau? Non. Vous pensez que la République démocratique du Congo, avec tout ce qui tombait comme les retombées de codes miniers, on ne pouvait pas, avec 350 millions, avoir cet argent pour pouvoir construire notre aérogare? Les retombées du code minier sont arrivées après 2021. Oui, mais peu importe. Parce que l'aérogare... Là, on est en 2018. Oui, l'aérogare n'allait pas être construit en une année. C'était 2 ans. 36. Non, c'était 36 mois. Oui, mais on avait déjà bien entamé, 6 mois. Oui, mais il y avait déjà des travaux préparatoires. 2 ans et demi. Oui, il y avait déjà des travaux. Il y avait l'espace de vie, les terrassements, tout ça. Il y en avait déjà. Moi-même, comme ministre sortant, j'étais parti faire la visite sur le chantier et c'était passé sur la RTNC. Mais qu'est-ce que les Quinois doivent comprendre ou les Congolais doivent comprendre? José Makila avec Joseph Kabila n'avait jamais eu ce prêt des Chinois dont on parle. Oui, José Makila a détourné 500 millions de dollars sur l'aérogare de Ndjili. C'est faux et archi faux. À quoi sert tout l'argent qu'on paye tous les jours? Ah oui, l'argent, mais c'est pour la réhabilitation des aéroports. Vous savez, cet argent-là, mais cet argent, c'est quoi? Expliquez-nous. La première ministre, récemment, en a parlé. Ça a de nouveau défrayé la chronique. Mais cet argent sert à qui? Sert à quoi? On paye quoi, nous? Les gens doivent comprendre que c'est une redevance. Et normalement, cette redevance, nous payons ça à l'aéroport de Paris également. Mais c'est inclus, dans les billets. Vous plaît, dans les billets. Il y a déjà des redevances dans les billets qui amènent en République démocratique du Congo. C'est une redevance que les compagnies ont refusé de mettre dans le billet puisqu'il y en avait déjà de trop sur la destination RDC. Non, je ne pense pas. Les compagnies ont refusé parce qu'il y avait toujours des problèmes de comptabilité entre la RVA et les compagnies aériennes. C'est pourquoi ils avaient refusé. Sinon, ce sont des redevances qui devaient être inclus dans nos billets. Mais à quoi sert cette redevance? C'est justement pour moderniser et améliorer nos aéroports. C'est que les gens oublient. Peut-être que le ministre de Transport n'explique pas assez. L'aéroport ou la RVA, ce n'est pas ce qui est visuel. Ce n'est pas ce qui est visuel que vous voyez. Il y a de l'invisible aussi. Parce que la navigation aérienne, il faut suivre les avions. Mais avec quoi? On n'a pas de radar. Qui vous dit ça? Nous, on avait laissé les radars. Oh non. Ouais, ça, le Congo, sous votre ministère, est resté toujours sur liste noire pour manque du minimum reconnu et voulu par la législation internationale en termes de surveillance et de contrôle de son espace aérien. Vous me donnez l'occasion alors de faire le bilan de mon ministère. Je peux vous dire que je suis venu trouver le Congo, la RDC, au niveau international, à l'OACI, dans la liste noire, nous n'avions que 22%. J'ai fait remonter la République jusqu'à 66%. La République, et ça c'est vérifiable, vous pouvez aller, je ne sais pas à quel pourcentage ils sont arrivés aujourd'hui, mais je vous dis que j'ai fait remonter jusqu'à 66%. Vous pouvez poser la question à la direction de l'aviation civile, à la RVA, les archives sont là. Parce que chaque 2 mois, les inspecteurs de l'OACI passent pour faire l'évaluation. J'étais même plébiscité. Parce qu'on a fait un travail formidable et avec le DG à l'époque, Bilingue, de la RVA, ainsi que le DG de l'aviation civile, M. Tchumba, que je salue. Revenons au 12 points de Kabila. On a cité la réconciliation des Congolais et la reconstruction de la cohésion nationale. Ça, c'est le dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue est possible? Je rappelle quand même que le président Joseph Kabila est condamné à mort. Est-ce qu'on peut encore, est-ce que vous êtes encore dans une dynamique de dialogue? Nous sommes toujours dans la dynamique de dialogue parce que si vous avez lu les conclusions de notre conclave, nous avons rejeté ce pseudo-jugement. Et pour nous, il est condamné en quoi et pourquoi? Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Le cinéma qui a été fait à Kinshasa, là, de procès, ça, il ne faut même pas en parler, sinon Kabila ne serait pas reçu aujourd'hui en pompe partout à travers le monde.
Donc, c'est un cinéma et c'est même la honte pour la République. Donc, il faut même pas en parler. Pour nous, c'est le dialogue parce qu'on voit d'abord l'existence du Congo. Le dialogue avec autour de la table Félix Antoine Tshisekedi. Bien sûr que oui, parce que qu'il soit président ou pas, c'est un Congolais. Mais il est président aujourd'hui. J'ai dit qu'il soit président ou pas, c'est un Congolais, il peut participer au dialogue. Et vous participerez à un dialogue avec Félix Tshisekedi comme président de la République. Mais vous savez, on est devant le fait. C'est un fait. Et ça fait partie du problème quand nous parlons de l'illégitimité des institutions. L'illégalité des institutions. Qui est le problème? C'est d'abord Félix Tshisekedi. C'est lui le problème. Et non pas Denis Kadima. Non, c'est Denis Kadima. Excusez-moi de retourner sur ça, parce que là, vous ne m'avez toujours pas démontré... Le vrai problème... Vous n'avez toujours pas démontré que Corneille Nangaa... comment Corneille Nangaa peut être le problème quand il s'agit de vous, et pas Denis Kadima quand il s'agit de lui. Non, mais comment on a dit que Corneille Nangaa... Le problème aujourd'hui, c'est celui qui est illégitime, qui est en train de conduire notre pays. C'est pas Denis Kadima. Merci beaucoup. On touche à la fin. Parmi les 12 points, il y a ordonné le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. Ça vient quand? Je reviens sur ma question du début, sur est-ce que ces 12 points sont chronologiques? Quand est-ce qu'on ordonne ce retrait sans délai des troupes étrangères? Une fois qu'on a accompli le reste, ou déjà maintenant? Puisque, et tout le monde l'a constaté, dans toutes vos interventions, peu est dit sur la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Par contre, beaucoup est dit sur la présence d'autres troupes et des mercenaires. Mais peu est dit sur le retrait des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Vous voulez qu'on parle en quelle langue vous puissiez comprendre que nous demandons à ce que toutes les troupes étrangères quittent le Congo? Vous voulez qu'on parle en quelle langue? Et pourquoi devons-nous les citer nommément? Pourquoi on ne citerait pas l'Ouganda? Dites-moi, Christian, vous êtes journaliste. Êtes-vous capable de me donner le nombre de militaires ougandais sur notre territoire? L'Ouganda est comme l'étaient avant les Zimbabwéens et les Namibiens en République démocratique du Congo à la demande du gouvernement. Oui. On ne peut pas comparer la présence des troupes rwandaises à la présence des troupes burundaises ou la présence des troupes ougandaises qui sont venues en appui au FARDC. Mais Christian, alors vous faites exprès pour ne pas voir la vérité en face. Vous savez on sait que le gouvernement s'était attendu avec le gouvernement ougandais pour que la troupe ougandaise entre. Mais la deuxième phase de l'entrée des troupes ougandaises, est-ce que cette troupe-là avait reçu l'autorisation du gouvernement? Et tout le monde le sait. Ils sont entrés comme ils veulent, et qui connaît leur nombre? Et qui vous dit qu'ils vont quitter demain aussi aisément comme vous pensez? Qui n'a pas entendu des propos? S'il vous plaît, gardez ce que vous avez, s'il vous plaît, Thierry Kimboud. Laissez-moi dire ça parce que c'est très important. Qui n'a pas entendu les propos belliqueux du général ougandais qui a été reçu en pompe ici à Kinshasa? Qui n'a pas entendu ça? Donc, moi, je me pose la question, toutes ces armées étrangères qui sont sur notre territoire, sans exception d'aucune, hein, on dit bien toutes les armées étrangères. Moi, je ne suis pas figé sur un pays, que ce soit le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda. Tous doivent quitter la République démocratique du Congo. Tous. Monsieur José Makila, appelons un chat un chat. Oui. Vous avez l'habitude d'être direct. Ah, tout à fait. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Le pays qui agresse... Mais si nous sommes agressés, c'est une très bonne question. Pourquoi nous ne déclarons pas la guerre vis-à-vis de ce pays? Quel est le pays qui agresse la RDC? Vous posez une question, moi je vous en pose une. Non, Claire, quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Si vous savez que nous sommes agressés, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir nous battre contre ce pays? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Je pose la question, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui. Vous avez demandé qu'on vous laisse expliquer. Je voudrais que vous répondiez clairement à ma question. Et je vais vous répondre. Nous sommes aujourd'hui fin octobre 2025. Ouais. Tous les rapports des Nations Unies faisant foi. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Si vous me dites que tous les rapports des Nations Unies faisant foi, qu'est-ce que les Nations Unies attendent
pour condamner très clairement le Rwanda. Ça a été fait. Ça a été fait. Qu'est-ce que... Mais répondez à ma question. Pourquoi vous posez une autre question? Pourquoi ça vous met mal à l'aise? Ça ne me met pas. Mais répondez à ma question. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Je suis vraiment à l'aise. Mais allez-y, donnez-moi. C'est une question fermée. C'est à vous? Oui. Non. Non, ce n'est pas à moi. J'ai dit les rapports. Je ne suis pas un étudiant pour avoir une question fermée. Je suis un acteur politique. Vous me posez une question et je vous réponds. Par une question. Non. Par une question. C'est aussi une réponse. C'est aussi simple. Mais chérie, c'est aussi une réponse. Je dis ceci, tout simplement parce que moi, je ne suis pas le garant des institutions. Je ne suis pas le commandant suprême pour que vous me Vous êtes acteur politique, un acteur politique majeur du oui, pays. Oui, mais vous ne savez pas dire clairement à vos électeurs de Sud-Ubangi quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui. Je sais où vous voulez arriver. Non, je veux juste un nom. Mais ce que vous voulez, je veux juste un nom. Mais ce que vous voulez, je vous le dis en vous regardant dans les yeux, vous n'aurez pas ça de ma bouche. Pourquoi pas? Vous ne l'aurez pas parce que vous ne pouvez pas me poser une question fermée comme un étudiant et je me mets là-bas pour parler. Non. Chérie, quand vous me posez une question, je dois vous répondre et puis que les gens comprennent. Si vous me dites, parce que vous venez de Kinshasa, vous me dites que notre pays est agressé, qu'est-ce que notre pays attend pour pouvoir aussi riposter à ce pays-là? Qu'est-ce que notre pays attend? Parce que j'ai vu sur Top Congo, M. Tshisekedi passer pour dire encore. À la moindre escarmouche. Voilà, regardez mes lèvres. Je vais convoquer les deux chambres. Qu'est-ce qu'il attend si réellement nous sommes agressés pour pouvoir convoquer les deux chambres et déclarer la guerre? S'il déclare la guerre, je le soutiens. Donc vous connaissez ce pays? Je ne connais rien. Vous ne connaissez pas le pays qui agresse la RDC? Je ne connais rien. Vous ne connaissez pas? J'attends que Félix Tshisekedi me le dise. Est-ce que vous avez lu la résolution 2773? Non, j'ai pas lu. Comment vous expliquez, s'il vous plaît, monsieur José Makila, cette résolution date de février 2025? Mais je n'ai pas lu. S'il vous plaît. Je vous rappelle alors, en tant que journaliste. Parce que je suis sûr. Donnez-moi la quintessence de la résolution. Je suis surpris qu'un acteur politique majeur de mon pays, membre du bureau politique du Front commun pour le Congo et aujourd'hui membre du mouvement Sauvons la RDC, ne soit pas au courant, alors que à Nairobi, alors que dans plusieurs communiqués de son regroupement politique, analyse a été faite sur la situation dans l'Est de la RDC, ne soit pas au courant de l'existence de la résolution 2773 qui demande ou qui exige aux troupes rwandaises de sortir de la République démocratique du Congo. Je suis surpris d'apprendre que vous n'êtes pas au courant de cette résolution de l'ONU qui date de février 2025. Vous savez, chérie, moi, je suis très content que vous puissiez me parler de la résolution. Vous savez combien de résolutions nous avons eues sur la République démocratique du Congo? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Oui. Mais la dernière, mais celle-là, pourquoi vous devez qui pointe l'agresseur et qui demande à l'agresseur de se retirer. Mais chérie, on ne va pas se comprendre. Si vous parlez, que je parle, même les auditeurs ne vont pas nous comprendre. Je vous en prie, je suis désolé. Je vous en prie, allez-y. Vous pouvez me citer les tonnes de résolutions que nous avons eues sur la République démocratique du Congo? Dites-moi, même le président de la République en face de vous, est-ce qu'il connaît toutes les résolutions qu'on a prises sur la République démocratique du Congo? Pour que ça vous étonne que je ne sois pas au courant de la dernière résolution? Ah non, chérie. Donc, je vais terminer par là. Moi, je vais vous dire ceci. On reconnaît l'agresseur de la République démocratique du Congo, parce que la Constitution, elle est là, par la déclaration de la guerre proposée par le président à l'Assemblée nationale et au Sénat, les deux chambres réunies et disent, voilà, tel nous agresse, nous vous autorisons à mettre notre armée en face de ce pays et combattre. Vous me verrez. Venez dire bravo, M. Tshisekedi. Donc, tant que le gouvernement ne reconnaîtra pas, ne déclarera pas la guerre au Rwanda, vous, FCC, ne reconnaîtrez pas ce que les Nations Unies ont déclaré, couché dans une résolution, que c'est le Rwanda qui agresse la RDC, que c'est le Rwanda qui doit sortir ses troupes du pays. C'est pour ça que c'est une certaine opinion. Si le Rwanda, dans la même ordre d'idée, si c'est ça cette résolution,
pourquoi on doit conditionner en disant il faut que la RDC fasse tout pour que les FDLR quittent la République. Pourquoi on doit conditionner cela? Monsieur José Makila, malheureusement, le temps nous fait défaut. Non, le temps ne nous fait pas défaut. Moi, je suis disponible. Oui, bon, enfin. La radio, c'est le temps, malheureusement. Oui. Je retiens que vous n'arrivez pas à citer le nom de l'agresseur de la RDC. Je retiens que vous n'êtes pas au courant de la résolution 2773 de l'ONU, adoptée. Non, ce qu'il faut retenir, c'est oui, s'il vous plaît. Oui. Je vais aller droit au but. Oui. C'est la raison pour laquelle une partie de l'opinion a du mal à croire que votre leader, Joseph Kabila, est la solution. Parce que déjà, le problème, le mal, vous ne l'identifiez pas. Lorsque, à Nairobi, vous dites que toutes les troupes quittent le territoire congolais, on met dans le même sac le Rwanda qui agresse et tout le monde. Et dans vos résolutions de Nairobi, vous n'arrivez pas à condamner l'agression. La constitution que vous avez ramenée ici dit clairement qu'on ne peut pas prendre les armes contre la République. Oui, ce que Corneille Nangaa fait aujourd'hui avec toute sa bande, vous les qualifierez de quoi? Non, mais vous posez combien de questions là? Je vais vous dire très clairement. Deux questions. Oui. Vous n'arrivez pas à condamner le Rwanda. Oui. La preuve est là. Oui. Et de deux, ce que fait Corneille Nangaa à l'est de la RDC, vous, FCC, vous, José Makila, vous les qualifiez de quoi? Bon, je vais vous dire très clairement, Christian. Donnez-moi le temps de vous expliquer c'est quoi. Il nous reste malheureusement plus que 2 minutes. D'accord, dans les 2 minutes, je veux dire brièvement. Vous savez que la plupart des officiers aujourd'hui au sein du M23 ont été condamnés par Kabila. Certains ont fait 7 ans, 8 ans, mais libérés par qui? Par Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi qui a libéré les officiers là qui font la guerre aujourd'hui contre la République. Alors vous allez dire que la personne qui est incapable de convoquer les 2 chambres et de déclarer la guerre contre le Rwanda, et il a dit sur votre plateau, c'est pas moi. À partir du moment où il ne convoque pas les 2 chambres, pourquoi vous voulez que moi je me mette à sa place pour commencer à condamner aveuglément pendant que je n'ai pas... Est-ce que j'ai les instruments de l'État pour savoir qui nous agresse? Vous ne pouvez pas répondre sur la question du Rwanda, mais à la question 2, comment jugez-vous ce que Corneille Nangaa fait aujourd'hui? Vous savez, Christian, c'est facile de jeter l'opprobre sur l'autre. Je voudrais vraiment que vous posiez cette question à M. Félix Tshisekedi. Quand nous étions dans l'opposition, avec lui, Sami Badibanga, l'ancien Premier ministre, M. Bissimois, il n'est pas encore mort, ne nous avait pas envoyé l'invitation pour qu'on puisse les rejoindre, nous de l'opposition politique, à Kampala, d'être à leur côté en face du gouvernement. Nous étions invités par M. Bissimois qui n'est pas encore mort. Il faut que les Congolais le savent. Il faut que les Congolais... Nous avons un dénominateur commun qui s'appelle l'opposition. Mais il y a l'opposition armée et l'opposition non armée. Comment jugez-vous, c'était la question, elle est claire, oui. J'ai dit qu'on a peu de temps, vous avez promis d'être bref, oui. Ce que Corneille Nangaa fait. Mais moi je pense qu'ils se sont retrouvés maintenant à Washington et à Doha sans nous. Vous voulez donc pas répondre. Ils se parlent entre eux. Vous voulez ni répondre ni à la première question ni à la deuxième. Ouais. Bien qu'il n'y ait eu